M, le journal. À Pabégou, un arrondissement de la commune de Copago, c'est l'heure de la grande édition du journal parlé sur les ondes de la 102.3 Diaspora FM. Nous sommes lundi 26 juillet 2021. Mesdames et messieurs, bonjour, voici le sommet de ce journal. Rosine Vieira Soglo n'est plus. L'ancienne première dame, épouse de l'ex-président Nicéphore Dieudonné Soglo, a rejoint ses ancêtres hier. Un violent affrontement entre agriculteurs et éleveurs s'est soldé par plusieurs morts et blessés. Le drame est survenu ce samedi dans la commune de Malanville, à plus de 700 km de Cotonou. Au Mali, l'homme accusé d'avoir tenté d'assassiner mardi le colonel Assimi Goïta, le président de la transition à la grande mosquée de Bamako, est mort ce dimanche en garde à vue, a annoncé le gouvernement malien dans un communiqué. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette courte pause. Aristide 7G. Nous sommes la deuxième institution de l'État, n'est-ce pas, l'Assemblée nationale. Et que pour cela, je voudrais que nous respections cette auguste assemblée, cette auguste institution. Et qu'il me serait désagréable de savoir que parmi nous se cachent comme des repères, des gens qui ne sont pas très catholiques, qui ont des cadavres dans leur placard et qui sont ici alors qu'ils sont des fossoyeurs de l'économie nationale. Je le dis haut et fort parce que je le pense. Il me semble que dans la vie d'un homme, un vrai, une femme, mais genre, ceci l'humanité. Ok? Cette fois, et vous ne l'entendrez plus, cette voix de Rosine Soglo, cette dame s'est endormie définitivement. Affaiblie par la maladie depuis quelques années, Rosine Soglo a tiré sa révérence ce dimanche. Ancienne députée de l'ex-parti de la Renaissance du Bénin RB, Rosine Soglo a marqué l'histoire politique du Bénin. Elle a dû se retirer par la force des choses. Rosine Soglo, on peut le dire, a défendu sa famille, notamment ses enfants, jusqu'à ses derniers souffles. Je défendrai mes deux petits jusqu'à la mort, avait-elle clairement dit. Ces dernières sorties médiatiques étaient principalement axées sur l'actualité politique de ses enfants. Liadi Soglo en exil et Galiou Soglo récemment attaqué par balle dans une embuscade. Hors du territoire national, l'ancien président béninois Nicéphore Dieudonné Soglo a appris le décès de son épouse Rosine Vieira. Depuis Paris, il rend hommage à la défunte et fait quelques confidences. Nicéphore Dieudonné Soglo est attristé et choqué par le décès de l'ancienne députée Rosine Vieira. Dans un entretien accordé au quotidien L'événement précis, il affirme qu'il n'aurait pas été aussi solide si Rosine Soglo n'avait pas été à ses côtés. C'est cette femme-là qui m'a permis d'être aussi solide, a-t-il confié. Chaque fois que je lui téléphone, elle dit « J'ai beaucoup de chance qu'à 87 ans, chaque fois que je reçois un coup de fil de l'homme de ma vie, il me dit que je suis la femme la plus heureuse au monde. » Laurent Toninkes revient sur une partie de sa vie. Écoutons son commentaire. Mon mari, président de la République, c'est sous son quinquennat qu'on a voulu le tuer plusieurs fois. C'est sous son quinquennat que vous, les femmes, vous êtes ligués contre moi. Et vous m'avez matraqué. Et si je ne suis pas morte, c'est parce que Dieu ne l'a pas voulu. Mes sœurs qui viennent de parler ont parlé d'or. La solidarité féminine, on en reparlera. Incomprise, elle était. Femme audacieuse en politique, elle est restée malgré les attaques et assauts des hommes politiques qu'elle a subis pendant 3 décennies. Rosine Vieira Soglo, modèle de la femme engagée, a travaillé pour l'émancipation de la femme au Bénin. Née en 1937 et avocate de profession, elle avait une présence constante dans la vie de son époux, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Fondatrice du parti La Renaissance du Bénin en 1992, elle a ardemment travaillé pour mettre fin à la féodalité des hommes dans certaines régions du Bénin. Alors, c'était un peu difficile en épousant un fond, car chez les fonds, il y a 2 sortes de femmes. Les princesses de sang
et les Amazones, c'est-à-dire la chair à canon, et les autres femmes, tu te tais, et tu te couches, et tu ne dis rien. C'est ça. C'est la triste vérité. Et vous le savez très bien. Je ne raconte rien, et je n'invente rien, hélas. Car j'aurais voulu que ça change. Mais ça va changer. Peut-être pas de nos jours, je ne le verrai peut-être pas. Mais mes petits-enfants, mes petites filles et mes arrière-petites filles le verront. Dans un franc-parler, elle ne se faisait pas prier pour mettre sur la place publique les coulisses de la politique béninoise. Reconnaissante envers tous pour leur soutien, elle ne manquait pas de l'exprimer chaque fois que l'occasion se présentait. Je suis très heureuse de revenir au pays. Et je suis surtout très heureuse de savoir votre fidélité, vos prières pour que je sois parmi vous aujourd'hui. Que Dieu vous garde. Et que la Vierge Marie, dont c'est la fête aujourd'hui, nous vienne tous en aide à tout ce pays et à vous tous, mes enfants. Merci infiniment. Merci beaucoup. On fêtera ça autrement. On fêtera ça autrement. C'est moi qui vous le dis. Que Dieu nous prête vie et nous fêterons. D'accord? Alors, bye bye. Très humble, elle n'avait pas hésité à présenter à l'honorable Rachid Gbadamassi ses excuses après des insultes au cours d'une session plénière très houleuse. Je veux des excuses au député Gbadamassi. Il est vrai qu'il a cherché, parce que le pauvre, il a tendance à se mettre dans des situations impossibles et insupportables. Mais ce n'est pas une raison pour que je l'insulte. Et je lui fais mes excuses les plus plates. Je l'ai déjà vu dimanche dernier quand mon époux est parti. Il était à l'aéroport, et je lui ai dit que je lui fais mes excuses. Il m'a dit, maman, si non, et je le ferai publiquement. Je le fais publiquement. Député Gbadamassi, excusez-moi de vous avoir insulté. Président de l'association Vidolé, en soutien aux femmes démunies et à l'enfance malheureuse, Rosine Soglo a montré le chemin pour une présence constante des premières dames sur le terrain du social. Elle a été députée de 1999 à 2019, où elle avait décidé de ne plus revenir pour raison de santé. Honorable Rosine Vieira Soglo, adieu. Sylvie Dechacus n'est plus la présidente du Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. C'est une décision collégiale du Haut Conseil du parti et de ses responsables à divers niveaux. Elle a été prise ce samedi à l'Infosec de Cotonou à l'issue des pourparlers qui visaient à trouver des solutions à de nombreux dysfonctionnements qui seraient préjudiciables à la vie du parti de l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, actuelle présidente d'honneur de l'UDBN. Désormais, c'est un comité de gestion de 5 membres composé des responsables du parti qui prend les rênes de l'UDBN. Le Haut Conseil a également félicité les membres des coordinations et les militants à la base pour leur vigilance dans la préservation des acquis de cette formation politique. Dans un communiqué rendu public ce samedi, le Haut Conseil de l'UDBN appelle ses militants au calme et à la sérénité. Le comité en charge des deuxièmes élections des organisations estudiantines les plus représentatives de l'Université d'Abomey-Calavi a procédé au lancement de la campagne électorale de 2021. C'est à travers une conférence de presse donnée hier sur le campus d'Abomey-Calavi par le comité avec à sa tête le professeur Odile Dossou-Guédégbé. Voici le compte rendu. La Fédération nationale des étudiants du Bénin, FNEB, l'Union nationale des étudiants du Bénin, UNEB, et l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, UNSEB, sont désormais autorisés à aller vulgariser leurs projets de société auprès des 111 176 étudiants composant le corps électoral de l'Université d'Abomey-Calavi. Ces étudiants sont attendus dans 157 bureaux de vote le 30 juillet prochain pour désigner les organisations fêtières les plus représentatives. C'est le professeur Odile Dossou-Guédégbé, présidente du comité d'organisation de la dite élection, qui a procédé ce dimanche 25 juillet au lancement officiel de la campagne électorale. Lancement de la campagne électorale qui prend effet à partir de ce jour, dimanche 25 juillet 2021,
à 00h et prendra fin le mercredi 28 juillet à 23h59. Je répète, mercredi 28 juillet à 23h59, soit 4 jours francs de campagne électorale sur tous les campus de l'UAC. Pour les responsables étudiants, leur temps attendu est arrivé. Le grand jeu est enfin lancé, donc chacun doit désormais affûter ses armes pour faire face à la réalité, parce que c'est ce que nous attendons. Si réellement cela n'est pas lancé, tout ce qu'on faisait depuis quelques jours, vous savez que ce ne sont que des actions de pré-campagne. Nous sommes très heureux quand même de débuter quand même ces campagnes parce que nous attendons impatiemment ces moments pour quand même s'officialiser ou être quand même au contact des étudiants. Nous avons participé à cette cérémonie officielle et les recommandations ont été données, des doléances ont été faites en notre égard. Et nous allons tenir compte de tout cela pour réellement battre campagne. La force de la FNEP, ce n'est pas aujourd'hui quand on va lancer les élections que nous allons démontrer. Nous avons déjà effectué beaucoup d'actions pour l'étudiant. Les responsables étudiants ont reçu le bulletin unique des mains de la présidente du comité d'organisation. Au cours de la campagne électorale, le comité a strictement interdit tout affichage sur les panneaux de signalisation et a insisté sur le respect mutuel pour le bon déroulement des opérations de vote à l'université d'Abomey-Calavi. On quitte Abomey-Calavi, on prend la direction de la capitale économique de notre pays. L'érosion côtière à Cotonou est source de nombreux dégâts. Au quartier Jacques, plusieurs habitations sont détruites par les vagues de la mer. Clémence Tonoucoin. Des bâtiments en état de délabrement avancé situés en bordure de l'océan Atlantique au quartier Jacques de Cotonou, tel est le résultat du débordement de la mer. Les vagues de la mer en furie ravagent depuis des années de façon cyclique tout sur leur passage. Des riverains nous en parlent. On n'a pas de dégâts humains, non, mais au niveau des matériels là, n'en parlons même plus, parce que vous-même vous allez constater la manière dont ça a fragilisé les bâtiments. Surtout parce que les bâtiments sont solides actuellement, mais je vois que au fil du temps tout ça là, ça va céder, parce que vous allez constater même dans l'eau de mer il y a du sel dedans. Le sel là, ça agit sur les bétons, les fers, tout ça là. Donc au fil du temps vous allez voir que la maison même là, va céder, on pourra plus rester. Sinon ça a emporté plusieurs bâtiments ici, plusieurs on peut même pas compter. Bon, ça gênait beaucoup avant. Même après-midi, avec les vagues qui fait là, ça ramasse les chaises ici. Avec beaucoup de bruit, on est un peu gêné quand même. Bon, par exemple, l'année passée, en plein midi comme ça, la mer s'est coupée en deux, quoi. Ça a fait une vague ici et une vague de l'autre côté. Et de ce côté-là, ne faisait pas du bruit. Donc, et ça a duré au moins 1 heure, 2 heures de temps avant de se calmer. Si la mer commence pas à se faire des bruits, ça vient ici. Ça vient ici quand même, mais c'est pas toujours ni tout le temps que ça fait chose. Au fait, ça vient ici pour nous déranger. Pour soulager la peine des populations, des épis ont été posés à certains endroits. En raison du caractère cyclique du phénomène, les riverains appellent à une pérennisation des actions. Mais depuis, qu'on a fait les roches dedans là, ça a cessé. Ça ne fait plus du bruit comme avant. La mer, ça s'est retiré un peu, mais nous voulons qu'à chaque période, qu'ils puissent renforcer le système qu'ils ont mis en place au bord de la mer pour que, au fil du temps, nous ne puissions pas avoir ces genres de dégradation côtière. Ces milliers de tonnes de pierres de différentes tailles ne semblent pas défendre totalement la côte contre l'assaut des vagues de la mer. Du quartier Jacques, faisons un pas pour se retrouver à Fieillon. À travers un communiqué conjoint, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato, et son collègue de la gouvernance locale, Raphaël Coteillon, ont informé les populations du quartier Fieillon 1 à Cotonou qu'elles ont jusqu'au 1er septembre pour libérer la zone. L'ultimatum lancé par le gouvernement aux populations du quartier Fieillon 1 à Cotonou sera-t-il respecté? La réponse dans cette descente de Samson Oké sur les lieux. La zone balnéaire de la route des pêches, la portion du domaine public maritime de Fieillon 1, justant l'aéroport international de Cotonou, doit être libérée à compter du 1er septembre 2021. Ainsi en ont décidé les ministres du cadre de vie et du développement durable et de la décentralisation et de la gouvernance locale à travers un communiqué en date du 12 juillet 2021. Le chef quartier de la zone
zones concernées regrettent de n'avoir pas été officiellement saisis. C'est depuis lundi que j'ai reçu l'information sur les réseaux sociaux. À l'heure où je vous parle en tant que chef quartier, je n'ai reçu aucun document officiel venant de mon hiérarchie qui est l'adjoint au maire. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je suis frustré, fatigué par ce fameux communiqué qui est sorti, signé par le ministre du cadre de vie et le ministre de la décentralisation. Ce sentiment de frustration anime autant les occupants de cette localité. Et pourtant, des autorités les avaient rassurés que ce domaine n'est pas concerné par l'opération de déguerpissement parce qu'étant à une phase de lotissement très avancée. Le directeur général de l'ANDF, M. Kouboulou-Victorin, est venu sur des chaînes de télévision où il a expliqué pour dire que la route des pêches, quand tu fais face, tu fais dos à Erivade et tu fais face à Togben, que les gens qui sont du côté gauche de la plage, il n'y aura aucune construction du côté de la plage entre l'infrastructure de la route des pêches et la mer. Mais tous ceux qui sont du côté droit, que eux autres, ils n'ont pas à s'inquiéter à partir de maintenant et ils sont en mesure de demander même des titres fonciers. Et ceux qui avaient demandé que c'était bloqué, maintenant c'est déjà dégelé. Et que tous ceux qui veulent demander peuvent venir déposer pour obtenir des titres fonciers. Donc le côté droit n'a pas de problème. Le lotissement d'ici est à 95%. Donc il ne reste que 5% pour terminer. Face à une telle situation, le chef quartier entend entamer des démarches vers les autorités étatiques pour implorer la clémence du chef de l'État. Nous allons saisir le président de la République parce que c'est lui le père de la nation. Saisir le président de l'Assemblée, saisir le médiateur de la République, le ministre cadre de vie qui est signataire même de ce document. Et dès qu'on aura le retour d'eux, nous allons nous rapprocher d'eux et ensemble, nous allons trouver solution à ce problème. En attendant l'aboutissement de ces négociations, les habitants de Filleyon 1 sont contraints de prendre des dispositions afin de ne pas se laisser surprendre par la phase de répression. Des agriculteurs et éleveurs se sont affrontés à Isséné, un village de Malanville. Les violences entre les deux camps ont occasionné 5 morts, dont 2 agriculteurs et 3 éleveurs. On note également plusieurs blessés graves. L'affrontement est justifié par la dévastation du champ d'un agriculteur par un troupeau de bœufs. Ces violents affrontements sont nés suite à la destruction des cultures d'un producteur. Un troupeau de bœufs appartenant aux éleveurs aurait envahi le champ d'un agriculteur qui n'a eu que ses yeux pour constater les dégâts, rapporte le média Le Paraguay. Les nouvelles africaines et internationales. 28 autres et des 121 élèves enlevés le 5 juillet dernier dans l'état de Kaduna au lycée Bethel Baptiste ont été libérés par leurs ravisseurs au Nigeria. Des hommes armés ont attaqué début juillet le lycée Bethel Baptiste et ont enlevé 121 élèves. Quelques jours après, 5 des élèves enlevés ont recouvré la liberté tandis que les ravisseurs réclamaient 60 millions de naira pour la libération des autres. Au Mali, l'homme accusé d'avoir tenté d'assassiner mardi le colonel Assimi Goïta, le président de la transition à la grande mosquée de Bamako, est mort ce dimanche en garde à vue, a annoncé le gouvernement malien dans un communiqué. Les forces spéciales appuyées par les forces conventionnelles ont réinvesti les parcs forestiers de la province de la Kompienga. Selon des sources sécuritaires, plusieurs terroristes ont été neutralisés. Il y a quelques semaines, les populations de Madjouari avaient lancé un cri du cœur car leur commune subissait un blocus. Gaëtan, on va sur la pelouse. Tout le sport.
Tout le sport, bien entendu, sur la 102.3 Diaspora FM. Lancement officiel du tournoi Petit Poteau Interquartier Land Hop ce dimanche au terrain du CG2 Zoka dans la commune d'Abomey-Calavi. Organisé par l'agence événementielle James Business. Sous la coupole de Pierre Akpaki, secrétaire général de la HAC, le match d'ouverture a opposé Rocher FC à Speed FC. Au thème des 70 minutes, c'est un score nul de 1 but partout qui a sanctionné la partie. Rappelons que 9 équipes sont engagées dans ce tournoi qui est à sa première édition. Prochaine rencontre de 31 juillet prochain. Suivons ici Judith Akpaki, directrice générale de JEM Business au thème du match d'ouverture. JEM Business est une agence événementielle qui est d'une part spécialisée dans les événements pour particuliers, petites, moyennes et grandes entreprises, mais également spécialisée dans les événements grand public. Donc quand on parle de grand public, nous avons les activités sportives, dont le football. Alors ça a été une évidence, on n'a pas réfléchi deux fois, donc c'était une évidence. Encore des réglages, mais vous avez vu avec nous, le jeu, ça s'est bien passé. Il y a eu l'esprit d'équipe, de la performance, le respect mutuel des équipes. Bravo. Alors l'objectif d'une telle organisation est non seulement de promouvoir les valeurs sportives dont dispose la commune d'Abomey-Calavi, mais également offrir une rencontre, des échanges, un divertissement à la population d'Abomey-Calavi. Et c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Mise en onde de Gaëtan Akpasso, chef d'édition, Dokas Arwangan, présentation, Aristide Setti. Mais avant de partir, retenez cette pensée de Emmanuel Kant. Je cite: la religion sans la conscience morale n'est qu'un culte superstitieux. La religion sans la conscience morale n'est qu'un culte superstitieux. On se retrouve tout à l'heure dans 6 minutes pour votre émission Réaction à l'actualité. N'oubliez surtout pas de vous laver les mains à l'eau et au savon et portez vos masques en tout lieu.